Bonjour, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Jessica Hodge, responsable de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis Jessica Hodge et je serai votre animatrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit du 6e webinaire de notre série concernant les soins et soutiens communautaires liés à la démence, des innovations pour un soutien de proximité aux personnes vivant avec la démence et aux partenaires de soins. Nous sommes heureux de proposer l'interprétation simultanée en français dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. Si vous souhaitez voir et entendre l'exposé en français et que vous n'avez pas encore été transféré, vous pouvez nous le faire savoir dans la boîte de dialogue en bas à droite de l'écran. Une fois que vous aurez été transféré, vous devrez éteindre les haut-parleurs de votre ordinateur et composer le numéro qui apparaît à l'écran. Nous vous invitons également à partager vos questions et réponses dans la boîte de dialogue. Nous aurons une période prévue pour les questions à la fin du webinaire, mais nous vous encourageons à réagir à l'exposé chemin faisant. Veuillez également noter que nous résumerons les questions et commentaires dans la boîte de dialogue dans les 2 langues officielles après le webinaire, que nous partagerons après coup. Le courriel comprendra également des liens vers l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Nos participants aujourd'hui comprennent des représentants de partout au Canada. Nous sommes accompagnés de représentants des autorités sanitaires régionales, des universités, des sociétés de l'Alzheimer, des centres de recherche, des organismes de défense des personnes atteintes de démence au Canada, des ministères de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, des instituts de recherche en santé du Canada, de Santé Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada, des organisations de soutien communautaire, des organisations de soins aux personnes atteintes de démence, des établissements de soins de longue durée, de AgeWell, du Réseau canadien sur la fragilité, de l'Association médicale canadienne et du Collège royal des médecins de famille, ainsi que des ministères de la Santé de partout au Canada. Avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer ce webinaire en reconnaissant que nous nous réunissons plutôt sur des territoires qui sont habités par des peuples autochtones depuis le début. En particulier, je me trouve à Perth, en Ontario, le territoire ancestral des peuples Anishinaabeg, Huron, Wendat et Haudenosaunee. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada. Je vous encourage tous à partager dans la boîte de dialogue le territoire d'où vous nous parvenez aujourd'hui. L'équipe de la FCISS qui a participé à la création et à la production de cette série de webinaires comprend Neil Dreimer, Lindsay Yarrow, Émilie Lalonde et moi-même, Jessica Hodge. Mes collègues Sheena, Kelly et Isabelle sont dans les coulisses pour produire le webinaire. Nos conférencières d'aujourd'hui sont Arlene Estelle, Faria Mustafa Harris et Mimi Lowy Young. Je vais céder la parole à nos conférencières qui vont se présenter. Arlene, je vous cède la parole. Bonjour, merci Jessica, bonjour à tous. Je suis Dr Arlene J. Estelle. Je suis psychologue et je suis directrice du laboratoire DATE et je suis très heureuse de faire partie de ce webinaire. Merci. Mimi, à vous. Mimi Lowy Young, je suis présidente du conseil d'administration de AgeWell et l'ancienne PDG de la Société de l'Alzheimer et boursière à l'ICES, à l'Université de Toronto. Merci Mimi. Et enfin, Faria, à vous. Merci. Bonjour à tous. Je suis Faria Mustafa Harris. Je suis gestionnaire d'équipe de produits à Winterlight Labs. Je suis responsable du développement des stratégies de produits pour les soins aux personnes âgées et les soins de santé. Je suis très heureuse d'être des vôtres. Merci. Nous avons aussi les animateurs de nos séances, Ron Belleno et Mary Beth Whiten, qui nous donneront leur perspective, leur point de vue par rapport aux informations présentées. Mary-Beth, à vous, présentez-vous. Merci, je suis Mary-Beth Whiten. Je suis à Southampton, en Ontario. En 2012,
On m'a annoncé que j'étais atteinte de démence à l'âge de 45 ans. Il m'a fallu 2 ans avant d'avoir le diagnostic. Je co-préside Dementia Advocacy Canada et mon travail recoupe beaucoup de travaux, dont la présence au sein d'un groupe de travail du ministère responsable de ces questions. Merci Marie-Beth et Ron, à vous. Bonjour, je suis Ron Belleno. J'étais proche aidant auprès d'un père atteint d'Alzheimer pendant plus de 10 ans qui est décédé paisiblement en 2018. Je co-préside AgeWell et je suis membre de Dementia Advocacy Canada également. Un autre groupe que je représente aussi est CAVI, un groupe qui s'intéresse à l'innovation dans le vieillissement. Et je participe à toutes sortes de projets, tout comme Mary Beth d'ailleurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Ron et merci à nos animateurs ainsi qu'à nos conférencières. Alors, s'agissant des objectifs du webinaire d'aujourd'hui, nous voulons vous présenter la série de webinaires soins et soutien communautaire liés à la démence de la FCISS. Nous voulons vous faire découvrir les outils technologiques mis au point par Winterlight Labs et Data Day et discuter de leur capacité à soutenir partout au Canada le diagnostic précoce de la démence dans les soins primaires et l'aide communautaire après le diagnostic. Ces innovations sont financées par le réseau AgeWell, ainsi qu'animer une discussion sur la diffusion potentielle des normes et innovations qui améliorent les soins et soutien aux personnes atteintes de démence. La FCISS est un organisme sans but lucratif dont les fonctions sont d'identifier et de diffuser des innovations éprouvées pour améliorer les soins de santé à proximité dans les domaines de priorité communs aux provinces, au territoire et au fédéral. L'impact de notre travail est une amélioration pérenne de l'expérience de la santé des patients, des familles et des professionnels, ainsi que l'optimisation des ressources. Nous croyons au pouvoir collectif du changement. C'est pourquoi nous agissons en partenariat avec d'autres acteurs. La série sur la démence permettra d'élargir la sensibilisation et de discuter des innovations qui visent à améliorer le diagnostic précoce de la démence dans les soins primaires et des supports, des soutiens post-diagnostiques, y compris la coordination et la navigation. Pour plus d'informations sur les sujets et les dates de webinaire, vous pouvez consulter notre page web sur le site de la FCISS. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait participer à ces webinaires, veuillez leur envoyer le lien pour qu'il puisse s'y inscrire. Si vous êtes au courant d'une innovation qui pourrait être diffusée au Canada, qui améliore un diagnostic de démence en temps important et avec compassion en soins primaires, ou la coordination et la navigation des soins et soutiens post-diagnostic, qui fonctionnerait dans le contexte de la COVID-19, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel si vous souhaitez recevoir un dossier qui permettra de faire la promotion de cette série de webinaires dans votre site web ou vos médias sociaux. Alors, pour aujourd'hui et pour toute la série, nous vous demandons quelles sont les innovations prometteuses qui pourraient être diffusées au Canada, dont dans le cadre de la COVID-19. Quel est l'intérêt de votre organisme, de votre province ou de votre territoire pour ces innovations? Êtes-vous en mesure de les adopter? Sur quel plan la FCISS peut-elle travailler pour favoriser l'adoption d'une approche interprovinciale et interterritoriale de diffusion de ces innovations? Et quelles sont les possibilités de partenariat pour diffuser ces innovations visant à améliorer les soins et le soutien communautaire lié à la démence? Je vais à présent céder la parole à Ron et Mary Beth en leur posant quelques questions. Mary Beth, que voulez-vous que les prestataires de soins de santé vous disent pour vous aider à avoir un diagnostic empli de compassion? Merci pour la question. Alors, la compassion envers les gens atteints de démence est sous-optimale très souvent, ce qui peut avoir un impact négatif sur les résultats cliniques et les soins. La compassion est très importante si on veut offrir des soins de grande qualité aux personnes atteintes de démence. Et je cherche le respect, à savoir me reconnaître comme personne. Je ne suis pas seulement une personne atteinte de démence. Je veux qu'on maintienne ma dignité et qu'on me traite avec honnêteté, patience et espoir.
très important. Cela exige une stratégie claire, ce qui signifie équipe interdisciplinaire qui puisse m'aider à bien vivre avec ma démence. Merci. Merci, Mary Beth. Ron, je vous pose une question à présent. Comment une solution virtuelle pourrait-elle favoriser le diagnostic empreint de compassion et l'accès à l'information et soutenir les personnes après le diagnostic? Merci, Jessica. Alors, comme je le disais, en tant qu'ancien proche aidant, mon père avait été atteint de démence, j'ai aussi aidé ma mère qui aussi était partenaire de soins. Et donc, la technologie est comme un clou et un marteau ou un stylo, c'est ce qui permet de faire des liens et d'offrir des ressources. Les outils, surtout pour les partenaires de soins, est vital pour améliorer notre réussite quotidienne et réduire les cas extrêmes où on vit des échecs. La communauté est plus petite dans le monde virtuel. On n'a plus besoin d'avoir un soutien très très localisé. On peut l'obtenir de n'importe où dans le monde si on a accès à ces outils. Alors, pour répondre à la question, comment une solution pourrait-elle favoriser le diagnostic, empreint de compassion et l'accès à l'information, surtout après le diagnostic? Ma réponse est tout le temps, mais ça n'est pas le seul outil, ça n'est qu'un moyen. Les solutions virtuelles sont simplement des outils qui peuvent aider au diagnostic, qui doit toujours être fait avec compassion. Le soutien post-diagnostic peut se faire en tout temps, 24 heures sur 24, pas seulement de 9 heures à 17 heures, mais également à 3 heures du matin, lorsqu'un partenaire de soins souffre d'insomnie en raison de son inquiétude. Alors, l'information doit venir en temps voulu, et enfin, beaucoup de gens vivent au fil d'expériences difficiles qui auraient pu être allégées grâce à une solution virtuelle, comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs. Alors de nouveau, ma réponse est tout le temps. Merci Ron et Mary Beth pour vos réflexions. J'aimerais à présent céder la parole à Mimi qui présentera AgeWell. Merci et bonjour à tous. Comme présidente du conseil d'administration de AgeWell, le réseau canadien axé sur les technologies de vieillissement, je suis très heureuse de vous donner un aperçu rapide de AgeWell. Alors, histoire de vous donner un peu de contexte, je voulais présenter les résultats d'une enquête réalisée par Environics pour le compte de AgeWell, qui montre la résilience des adultes âgés et leur utilisation de la technologie. 23% des adultes âgés se sont servis de vidéoconférences à partir de leur téléphone intelligent, 2 fois plus qu'en 2019, lorsqu'on a réalisé une enquête similaire avec Environics. 6 sur 10 déclarent avoir augmenté leur utilisation de ces technologies depuis le début de la COVID. Dans l'ensemble, on peut dire qu'un grand nombre se servent de la technologie, qu'il s'agisse de médias sociaux ou de magasinage en ligne. Globalement, 66% des Canadiens de 50 ans et plus croient que les progrès technologiques peuvent atténuer les répercussions de la COVID-19 dans la vie quotidienne. Et 76% des Canadiens âgés de 50 ans et plus sont à l'aise avec les technologies actuelles. Et 67% se disent prêts à acheter de leur poche des outils technologiques qui leur permettraient de vieillir à domicile. Alors, notre vision à AgeWell est que le monde entier bénéficie du leadership du Canada en matière de technologie de vieillissement. Notre mission? De créer une communauté de chercheurs, d'adultes âgés, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file qui accélèrent la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens.
Permettez-moi de vous donner une idée de nos réalisations en 5 courtes années. Agewell a un bilan extraordinaire avec plus de 760 employés qualifiés et plus de 250 chercheurs dans plus de 43 universités et centres de recherche. Nous avons plus de 420 partenaires dans un ensemble de secteurs. Et nous avons aussi 4 carrefours d'innovation, dont un se concentre sur les politiques. Et très régulièrement, nous discutons avec nos interlocuteurs des 3 paliers de gouvernement pour éclairer des politiques comme la stratégie nationale sur la démence. Agewell a 118 solutions appuyées sur de la technologie, dont les applications d'évaluation cognitive, les capteurs à domicile et des appareils de soutien, dont des robots. 2 de ces technologies vous seront présentées aujourd'hui par Freya et Arlene. Agewell a également organisé la participation de plus de 5000 adultes âgés. Et je suis très heureuse d'ailleurs que Ron soit des nôtres, car il a énormément contribué aux travaux de ce groupe. Évidemment, la perspective de Mary Beth est également très importante pour nous. Alors, Agewell, pour les 3 prochaines années, prévoit faire fond sur son cadre des domaines de recherche. Nous avons identifié 8 domaines suite à un examen exhaustif des politiques relatives aux personnes âgées au Canada et à l'échelle internationale. Ces priorités ont été validées grâce à des recherches, aux travaux du gouvernement, au secteur sans but lucratif, ainsi que des parties prenantes du secteur, mais aussi, surtout, grâce à l'apport d'adultes âgés et des proches aidants, afin d'insister sur la santé cognitive et la démence. Je souhaite vous remercier de cette occasion de vous dire quelques mots sur Agewell. Je vous invite à consulter notre site web ou à communiquer avec nous pour avoir davantage de renseignements et pour participer à nos travaux. Merci. Merci pour cet excellent exposé sur ce que fait Agewell. À présent, je vais céder la parole à Faria, qui fera un exposé sur Winterlight. Faria. Merci, Jessica. Merci pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être des vôtres. Et aujourd'hui, je voulais dire quelques mots sur les moyens par lesquels notre technologie de parole et d'IA peut améliorer les soins pour les personnes âgées atteintes de diverses maladies. Alors, je vais d'abord présenter Winterlight Labs. Notre entreprise a été fondée en 2015 par des chercheurs de l'Université de Toronto. Les membres de notre équipe sont des experts en intelligence artificielle, en linguistique informatique, en neurosciences cognitives et en psychiatrie. Nos évaluations de la parole et de l'IA peuvent être administrées par n'importe qui, sans formation. L'évaluation se compare à des tests cognitifs habituels, comme le test MOCA, par exemple, utilisé par les omnipraticiens. Mais c'est plus rapide. Par exemple, il ne faut que quelques minutes pour faire notre évaluation, alors que les épreuves standards prennent jusqu'à 30 minutes. Par ailleurs, notre évaluation est plus objective et sensible à des changements subtils de santé mentale et de cognition. Et cela a été validé par l'entremise de plusieurs études avec des partenaires universitaires. Alors,
peut faire la technologie? Comment peut-on mesurer une dégradation cognitive et mesurer la démence? En quelques minutes, on peut analyser ces questions grâce à 2 minutes de parole seulement. Ça peut être un enregistrement, et un enregistrement réalisé d'une conversation téléphonique. Grâce à la parole, on peut extraire des marqueurs qui s'appuient sur 500 langues. Ces marqueurs, grâce à l'apprentissage machine, sont sensibles aux modifications de la cognition dans un certain nombre de domaines qui sont repérés par ces applications. Pour la démence, on examine les pauses. De nombreuses pauses peuvent être une indication d'un problème de mémoire. Les paroles incohérentes peuvent également être un symptôme d'un déclin, le passage d'un sujet à l'autre, passer du coq à l'âne. Cela est un symptôme qui sera repéré plutôt dans un stade plus avancé. Ensuite, certaines démences ralentissent le débit. Ou alors, il peut s'agir de l'humeur, des mots plus négatifs. Cela peut être un indicateur de dépression qui est souvent une comorbidité de la démence. Non seulement peut-on repérer les symptômes qui caractérisent la démence et les comorbidités, mais nos modèles peuvent également prédire qui est en santé et qui pourrait être atteint de la maladie d'Alzheimer avec un taux de fiabilité de 90%, même excédant 90%. Nous ne diagnostiquons pas car nous ne sommes pas médecins, mais ça vous donne un exemple de la performance de cette technologie. Alors, où se sert-on de cette technologie? Depuis 5 ans, nous travaillons avec des 10 grandes entreprises dans le secteur des sciences de la santé, dont Johnson & Johnson et Elector, mais également Baycrest et Harvard University, l'université Harvard, ainsi que des multinationales non déclarées. Alors, nous examinons la progression des maladies, dont la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres formes de démence, comme la démence du lobe frontal et d'autres. Ceci permet d'aider les personnes atteintes de ces maladies. Elles participent à une étude où on se sert d'une évaluation une fois par mois pendant une période de 12 mois. Et en parallèle, ces personnes reçoivent une thérapie, qui peut être un médicament ou autre. Et pendant cette période, les cliniciens et les chercheurs peuvent déterminer qui présente des symptômes précoces, qui est présumé sain. Et lorsqu'on fait le suivi d'une personne qui a un diagnostic de démence, on peut déterminer si la maladie s'aggrave. Et si la population en question reçoit un traitement, grâce à notre outil, on peut déterminer qui répond bien à cette thérapie. Tout ceci aide les cliniciens et les scientifiques de par le monde à mettre au point des traitements plus efficaces et surtout qui s'adressent à une population de patients en particulier grâce à leur efficacité accrue. Comme vous savez, les problèmes cognitifs et de santé mentale touchent toute la santé. Même ceux qui ont des problèmes légers sont plus susceptibles de rater des rendez-vous, de ne pas prendre des médicaments, sont plus souvent hospitalisés et réhospitalisés, peut-être parce qu'ils gèrent mal un traitement, par exemple, de diabète, ou alors, avec des problèmes cognitifs, ils sont à risque plus élevé de faire une chute, et donc ils seront hospitalisés. Et avec l'évolution de leur maladie, ils auront besoin de plus d'aide pour leurs activités quotidiennes. Alors nous tâchons à présent de comprendre comment notre outil pourrait être employé pour déterminer qui est à risque, même de rater quelque chose d'aussi simple qu'un rendez-vous chez le médecin. Et donc, nous avons établi un partenariat avec des établissements du Canada et des États-Unis.
dont The Springs Living, Home Healthcare, VHA et d'autres. Donc, ce sont des personnes âgées vivant en résidence pour personnes âgées ou recevant des soins à domicile. On fait une évaluation par téléphone tous les mois ou tous les 3 mois. Ces évaluations à distance sont faites par une équipe interdisciplinaire. Il y a la possibilité de se servir d'une application pour tablette où l'évaluation peut être administrée par un professionnel de la santé. On demande tout simplement, par exemple, de décrire une image ou on peut faire une évaluation à distance, par exemple au téléphone, où une infirmière appelle à l'occasion pour faire une vérification. Et grâce à un enregistrement, on peut produire un rapport sur la fonction cognitive, qui est ensuite examiné par une équipe interdisciplinaire qui comprend des proches, un médecin, des infirmiers, etc. Ceci peut permettre de déceler des problèmes cognitifs et de santé mentale plus tôt. Et intervenir, ça peut être aussi simple que de faire participer la famille davantage, demandant à la personne de faire par exemple de l'exercice ou de participer à des activités plus sociales. Il peut s'agir aussi, grâce au rapport, de consulter un médecin pour pousser les évaluations afin de mieux comprendre le diagnostic et conséquemment faire évoluer le plan de soins d'après la progression de la maladie. L'autre chose que l'on peut faire, c'est si quelqu'un n'a pas de diagnostic et qu'on constate un déclin cognitif, on peut déterminer si c'est un effet secondaire d'un médicament. Comme vous le savez, certains médicaments ont un effet sur la cognition. Et armé de toute cette information et en faisant un suivi régulier, à distance, on espère pouvoir déterminer si la personne âgée a besoin de services ou de soutien supplémentaires. Nous faisons ces essais en Amérique du Nord en 2021 et à l'heure actuelle, cet outil n'est offert qu'en anglais, mais on envisage ensuite le français, l'espagnol et l'allemand. Merci infiniment et je serai prête à répondre à vos questions. Merci Faria. Nous aimerions à présent vous demander de répondre à quelques questions sur Winterlight Labs. Alors, nous avons affiché ces questions avant ce webinaire. Connaissez-vous le modèle Winterlight Labs, oui ou non? Et deuxième question, j'en sais plus sur Winterlight Labs qu'avant de participer à ce webinaire. Donc, vous pouvez répondre par tout à fait d'accord, neutre, pas d'accord, et je suis fortement en désaccord. Je vous invite à saisir des questions sur Winterlight Labs dans la boîte de dialogue et nous y répondrons après l'exposé suivant. Merci d'avoir répondu à ce court sondage. Nous allons à présent passer au prochain exposé. J'aimerais à présent céder la parole à Arlene pour l'exposé sur Data Day. Bonjour. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Faria. Data Day est une approche un peu différente. Alors, le titre, Day to Day, en anglais, signifie également de jour en jour. Alors, l'idée derrière ceci est d'encourager l'autogestion, l'auto-prise en charge. Vous voyez à cette diapositive que Day to Day est soutenu par AgeWell et CAPI qu'on a évoqué un peu plus tôt.
Un des éléments clés pour nous, c'est de songer à la suite des choses après le diagnostic. Alors, dans Day-to-Day, nous examinons des maladies fréquentes plus tard dans la vie. Par exemple, le diabète de type 2. Lorsqu'on donne aux gens une série d'outils qui leur permettent de gérer la maladie, ils rentrent chez eux. Bon, il y a peut-être un numéro de téléphone d'urgence où on peut appeler si on a des questions. On peut leur offrir, par exemple, des cours. Enfin, on leur donne des outils qui leur permettent de gérer la situation. Or, on ne le fait pas très souvent lorsque les gens reçoivent un diagnostic de démence ou de TCL. Et c'est la raison pour laquelle on a établi Day-to-Day. Alors, je vais rapidement vous présenter les éléments principaux de Day-to-Day. Alors, un des aspects clés de Day-to-Day, c'est que cette initiative a été co-conçue, c'est-à-dire qu'on l'a conçue avec des gens atteints de démence, mais aussi des proches aidants. Pas forcément d'une personne atteinte de TCL ou de démence, mais aussi des proches aidants d'une personne atteinte de démence qui ne participe pas à Day-to-Day. Alors, c'est ce qui nous a permis de concevoir une application. On peut s'en servir sur un téléphone intelligent ou sur une tablette. Alors, on a voulu veiller à ce que ce soit facile d'utilisation pour qu'on n'ait pas besoin d'expérience des appareils eux-mêmes à l'avance. Et notre objectif était d'aider les gens à faire le suivi de leur situation au fil du temps. Vous savez, les gens nous disent, ils veulent savoir, une fois qu'ils vont rentrer chez eux avec ce diagnostic, ils voudront savoir quelle est l'évolution de leur maladie. Ils voudront savoir si les choses vont bien, s'ils ont des problèmes, s'ils vivent des changements dont ils devraient s'inquiéter. Est-ce que ça n'a rien à voir avec leur démence? Est-ce que c'est relié? Et donc, on s'est concentré sur 4 domaines. La cognition, qui est évidemment un élément clé de ces conditions. L'humeur, car très souvent, ces maladies peuvent avoir un effet sur l'humeur. Le régime alimentaire, car on sait que le régime alimentaire peut avoir un effet sur la démence. Et aussi l'activité physique. Alors, Day-to-Day a été créé pour faire le suivi au fil du temps, donc un suivi quotidien, mais aussi pour détecter tout déclin. Et aussi offrir un soutien de sorte que les gens puissent vivre au meilleur de la capacité avec leur affliction. Et ça peut comprendre les familles qui aident ces personnes. Alors, il s'agit d'une application mobile qui s'appuie sur un outil développé dans le passé qui s'appelait Nana. Et donc, nous avons mis au point 4 modules, cognition, alimentation, humeur et activité. Ça a été co-créé avec plus de 400 adultes âgés qui voulaient quelque chose dont ils pouvaient se servir tous les jours. Et c'est au cours de cela que les personnes atteintes d'un problème de cognition nous ont dit il faut que ce soit adapté pour nous. L'apparence et les fonctions doivent être adaptées pour nous. Et c'est de là qu'on a établi Day-to-Day. Alors, c'est une appli mobile qui a un logo qui apparaît en haut et qui comprend diverses fonctions, dont des rappels pour que les gens puissent prévoir des rappels de sorte qu'ils n'oublient pas des rendez-vous importants. Il y a aussi une horloge parlante. Il y a 4 modules qu'on vous encourage à remplir au moins une fois par jour. Un est un module de cognition, très simple. Ce n'est pas un test, on ne l'appelle pas un contrôle. C'est un jeu très simple, un jeu de la liste d'épicerie. Et ce sont des mesures standardisées de l'évaluation de la cognition. C'est une version que nous avons créée et qui est très sensible aux changements au fil du temps. Il y a aussi un écran associé au régime alimentaire. On choisit des éléments et on vous dit ce que vous avez mangé, de sorte que vous puissiez rapidement voir ce que vous avez consommé pendant votre journée, votre semaine, votre mois. Ensuite, il y a la mesure de l'humeur, qui est très simple.
on n'a qu'à glisser le point. Il ne faut que quelques minutes pour tout remplir. On peut le faire tous les jours pour faire le suivi de son humeur au fil du temps. Et de nouveau, on peut choisir le moment de la journée où on veut s'en servir. Et ensuite, il y a une question sur l'activité physique. De nouveau, il s'agit de questions. Tout cela a été validé par comparaison avec des mesures standardisées. Ça nous permet de déterminer quelle est l'activité. C'est très important. D'ailleurs, en pleine période de COVID, on nous encourage de sortir au moins une fois par jour. Une chose que ceci fait, c'est de prendre des statistiques, de consigner des statistiques. Alors, vous pouvez savoir quelle est votre situation tous les jours. Nous avons la possibilité ici de cliquer sur statistiques, ce qui nous permet d'avoir accès à un tableau de bord. Par exemple, des messages que vous avez reçus de votre équipe clinique, que j'expliquerai dans un instant, et aussi les statistiques de vos activités quotidiennes. Il peut s'agir de votre cognition, vous pouvez voir vos scores, vous pouvez voir ce que vous avez mangé, vous pouvez faire le suivi de votre humeur et vous pouvez passer en revue votre activité. Il peut y avoir un lien, par exemple, avec l'humeur. Vous pouvez vous dire, bon, est-ce que c'est ce qui explique pourquoi j'étais de mauvaise humeur? Et on peut chercher des tendances au fil du temps. Par exemple, s'il y a un changement sur plusieurs jours, ça vaut la peine de faire un suivi. Alors, j'ai parlé de cliniciens. Nous avons travaillé très étroitement avec des services de la mémoire, donc des cliniques qui font des évaluations. Et nous avons travaillé avec ces cliniques pour tâcher de créer un portail qui comportait de l'information facile d'accès, qui permettait de déceler des tendances chez un client. Alors, c'est ce que je vous présente ici. Et c'est fondé sur des séances de co-création avec les cliniciens. On a mis au point le portail d'après ce qui convenait le mieux aux cliniciens. Alors, vous avez le message, vous avez le nom du client et la personne atteinte de démence doit d'abord consentir. Elle doit dire oui, j'accepte de partager ces données avec le clinicien. Et elle peut recevoir des messages ou des alertes pour tous ces domaines. Et on peut comparer les choses une à côté de l'autre. Par exemple, si on constate que l'humeur de quelqu'un décline, on peut voir ce qu'elle a consommé, quelle a été son alimentation, quelle était son activité physique, et on peut voir si c'est une journée, c'est-à-dire une aberration, ou alors s'il y a une tendance, la personne recevra une alerte. Et ensuite, le clinicien voudra peut-être faire un suivi dans une consultation téléphonique, par vidéoconférence ou encore en personne. Alors, c'est un outil pour la personne elle-même qui vit avec ce diagnostic une fois qu'elle rentre chez elle, mais aussi pour le clinicien et l'équipe locale qui peut avoir accès à de l'information toute récente. Alors, un des objectifs, tandis qu'on établissait cette appli, était de limiter les visites aux urgences et les hospitalisations imprévues. On sait que c'est très difficile de se remettre de ce genre de visites et d'hospitalisation lorsqu'on est atteint de démence. Alors l'idée, c'est que si on peut déceler rapidement les changements, on peut intervenir plus précocement. Et on sait à la lumière du travail que l'on fait avec les équipes cliniques que ça a été une fonction très importante, c'est-à-dire qu'on peut accorder la priorité aux personnes qui sont le plus dans le besoin d'après les tendances. Et même chose pour les partenaires de soins, les proches aidants qui vivent dans le même domicile. Ils peuvent surveiller l'évolution de la situation de la personne. Et on peut faire un suivi au besoin, surtout en cas d'alerte. Alors, voici à présent les coordonnées pour nous joindre. Nous avons un site web qui est en cours d'amélioration, mais essentiellement, c'est un outil pour les personnes et leurs familles, de sorte qu'ils aient de l'information et un soutien continu. Et qu'on puisse surtout leur obtenir un soutien additionnel lorsqu'ils en ont
le besoin. Merci. Merci à vous, Arlene. Alors, nous avons à présent 2 questions à vous poser au sujet de Day-to-Day. Alors, avant ce webinaire, connaissiez-vous le modèle Day-to-Day? Oui ou non? Et j'en sais plus sur Day-to-Day qu'avant de participer à ce webinaire. Sur l'échelle de tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, et je suis fortement en désaccord. Si vous avez des questions pour Arlene, veuillez les saisir dans la boîte de dialogue en anglais ou en français et nous y répondrons dans un petit moment. Merci d'avoir répondu à notre sondage. Continuez d'envoyer vos questions et commentaires. Si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions, vous aurez un synopsis par la suite. Alors, nous allons à présent fermer le sondage. Je vais céder la parole à Mary Beth et Ron pour qu'ils nous proposent quelques réflexions sur ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Mary Beth? Bien, merci. Alors, tout un exposé que nous venons d'entendre. Vous savez, je suis heureuse de voir qu'on se concentre beaucoup sur la collecte de données, des gros ensembles de données, des plus petits ensembles de données. C'est ce qui permet de donner l'information nécessaire au changement de la personne atteinte de démence. Ces changements accélèrent le diagnostic, ce qui est nécessaire pour aider les gens atteints de démence qui souhaitent vivre leur vie. Bon, il ne s'agit pas simplement d'obtenir un diagnostic, il s'agit de vivre sa vie par la suite. En principe, il peut falloir jusqu'à 2 ans avant d'avoir un diagnostic, ce qui a été mon cas. Alors bien que la démence soit une maladie terminale, il faut que ce soit géré comme une maladie chronique progressive, comme on le fait pour quelqu'un qui a un traumatisme crânien ou un AVC. La démence doit être perçue non seulement comme une maladie qui comprend une diminution de la cognition, mais lorsqu'il est question de démence, il s'agit d'un droit d'accès à une rééducation au moment du diagnostic. Les innovations qui ont été présentées aujourd'hui sont des outils qui permettent de faire avancer ce modèle des droits de la personne associée au handicap au Canada et un modèle médical. Ces innovations permettent aux gens atteints de démence de demeurer de vrais citoyens à part entière, ce qui est tout à fait le contraire de ce qui se produit dans bien des cas, c'est-à-dire qu'on nous dit de rentrer chez nous, de mettre de l'ordre dans nos affaires et de se préparer à mourir. Et ça, c'est vraiment navrant. Les 2 innovations donnent la possibilité d'obtenir un diagnostic en temps opportun et un service de rééducation. D'ailleurs, cela est conforme à l'article 26 sur les droits des personnes atteintes d'un handicap. Par ailleurs, cela donne aux personnes atteintes de démence la possibilité de rester actifs dans leurs propres soins. C'est très important. La démence a besoin d'un nouveau modèle de soutien pré- et post-diagnostic pour suivre l'évolution de la maladie. Vous savez, une personne atteinte d'un déclin de cognition peut être réactive. Donc, le suivi quotidien qui est co-conçu, ce qui est formidable, permet d'atténuer ces problèmes. À l'aide des données que l'on consigne quotidiennement sur les fonctions cognitives, l'humeur, le régime alimentaire et l'activité physique, d'ailleurs ces 4 domaines sont essentiels pour les personnes atteintes de démence pour qu'elles restent indépendantes pendant plus longtemps. La capacité de prendre connaissance de ces données rapidement et objectivement, c'est ce qui permet d'offrir un véritable soutien aux personnes atteintes de démence. Et Winterlight Labs suit des biomarqueurs grâce à l'évaluation de la parole. Et cela permet également
d'amorcer une rééducation, la rééducation étant l'objectif. Alors, je pense que ces statistiques donneront aux équipes de santé les données nécessaires pour obtenir de meilleurs soutiens. Alors, les innovations d'aujourd'hui aident vraiment à préparer le terrain au Canada pour qu'on passe au cran supérieur, que l'on passe d'un modèle de soins cliniques à un modèle qui s'appuie sur les droits de la personne. Et je trouve cela emballant. Alors, je vous cède la parole, Ron. Merci, Mary Beth. Écoutez, je voulais aussi remercier Faria et Arlene d'avoir présenté certaines des technologies, des innovations qui se produisent dans la communauté AgeWell. J'aimerais commencer par la question de la parole, la reconnaissance de la parole. Je dois dire que les technologies axées sur la parole sont de plus en plus utilisées et leur utilisation a beaucoup augmenté depuis quelques années. On se sert de ces technologies de reconnaissance de la parole avec nos téléphones, avec Siri ou Alexa. Nous avons à présent des appareils à domicile comme Google Home et Alexa. D'ailleurs, je me rappelle d'éteindre Alexa avant de participer à des webinaires comme ceux-ci, ou sinon elle reconnaît son nom et elle réagit. Alors, je pense qu'il ne faut pas simplement parler des outils. Par exemple, il faut être conscient des autres préoccupations. Par exemple, les questions éthiques et de protection des renseignements personnels associés à la technologie. Des outils qui vous écoutent, si on veut. Or, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais c'est simplement quelque chose que je souhaite signaler. C'est une conversation qu'il faut avoir, mais ça peut prendre des heures. La capacité des technologies de Winterlight Labs permet de mesurer la cognition et la santé mentale. Toute possibilité permettant, comme celle-ci, d'accélérer les diagnostics et le traitement sont bienvenus. C'est certainement quelque chose qui est important pour la communauté de la démence. Mais dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais surtout me concentrer sur les technologies de Winterlight et de Day-to-Day évoquées par Faria et Arlene, ainsi que d'autres outils déployés ou mis au point partout au Canada. C'est-à-dire qu'ils permettent de limiter le clivage numérique, surtout dans les régions où les systèmes de soins de santé sont peut-être moins présents. Ces outils, conçus au Canada, peuvent être diffusés ailleurs dans le monde. Les soins de santé ne sont pas équitables partout dans le monde et les outils virtuels peuvent, si on veut, aplanir les différences et combler ce clivage entre les personnes qui ont accès aux soins de santé et ceux qui n'en ont pas. Alors, vous savez peut-être quels sont les déterminants sociaux de la santé. On parle aussi à présent des déterminants sociaux de la santé numérique. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais avoir accès à la technologie numérique sera nécessaire à l'avenir. Alors, il faut en être conscient. Les soins virtuels et la technologie ne sont pas les seules réponses non plus. Les meilleures solutions combinent d'autres soutiens aussi, comme des solutions à faible exigence technologique, l'interaction, le soutien par les pairs, les améliorations aux politiques publiques, ainsi que d'autres stratégies innovantes qui pourront traiter de tous les aspects de la démence. Il faut toujours envisager de combiner ces solutions technologiques avec d'autres solutions pour avoir le meilleur impact possible pour la personne atteinte de démence ainsi que son équipe de soins. De retour à vous, Jessica. Merci infiniment, Ron et Mary Beth, pour ces excellentes réflexions. Alors, nous avons reçu quelques questions dans la boîte de dialogue. Arlene, une question s'adresse à vous. Est-ce qu'on peut se servir d'une Fitbit ou d'un appareil similaire pour informer day-to-day? Bon, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle et c'est parce que lorsque nous mettions au point day-to-day, nous voulions nous limiter à un appareil. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas demander aux gens d'avoir deux appareils à maintenir chargés et à porter
Alors, on a voulu se limiter à un appareil, mais c'est quelque chose qu'on envisage pour l'avenir, étant donné que de plus en plus de personnes se servent de Fitbit et d'appareils similaires. Merci. Est-ce que l'appli est disponible à l'heure actuelle? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que oui, pour nous. Si quelqu'un veut s'en servir, il faut communiquer avec nous pour obtenir l'accès. Car pour le moment, l'appli a un lien avec une clinique de mémoire. Ce n'est pas disponible en téléchargement public, si vous voulez. Mais nous pouvons rendre cette appli disponible auprès de personnes qui s'y intéressent. Il ne faut que communiquer avec nous. Bien, merci. Faria, quels sont les coûts d'évaluation de Winterlight? Merci. Alors, ça dépend de l'utilisation. Les coûts d'évaluation, donc que ce soit pour la recherche ou les soins primaires. Je vais présumer que c'est soins primaires. C'est quelques dollars par mois. C'est une adhésion mensuelle, enfin pour le moment, de 1 à 3 dollars par personne pour les évaluations continues. Et on pourrait en faire plus qu'une par mois. Bien. Et une autre question, Faria? Comment les méthodes diagnostiques sont-elles envoyées aux gériatres et aux médecins de soins primaires? Excellente question. J'ai peut-être signalé que nous agissons en partenariat avec des partenaires de soins depuis peu. Alors, nos solutions technologiques doivent se conformer à la loi. La conformité, on peut proposer par exemple des courriels encryptés ou des systèmes protégés, par exemple les systèmes hospitaliers. Merci. Quelques autres questions qui s'adressent à Arlene. Est-ce que l'appli Day-to-Day est disponible dans d'autres langues? Il y a très peu de langage, vous savez, dans Day-to-Day. C'est surtout fondé sur des images. Alors, la traduction est minime. Pour le moment, la version française est en cours de finalisation, mais c'est très facile de traduire l'appli dans d'autres langues. Les plus grands défis sont le régime alimentaire. Alors, l'élément clé, c'est une photo. Il s'agit de produire une étiquette, mais essentiellement, l'appli se sert très peu du langage. Bien, merci. Et une autre question, avez-vous essayé d'utiliser l'appli dans des endroits éloignés où la largeur de bande est plus fine? Pas tout à fait. Alors, loin des grands centres urbains, oui, mais nous l'avons surtout mis à l'essai en Ontario. Nous avons des gens qui n'ont pas de Wi-Fi et qui se servent plutôt de leur 3G, le réseau de leur téléphone, et ça a suffisamment bien marché. Alors, c'était pour les personnes qui ne se servaient pas de l'Internet préalablement. Nous voulons l'essayer ailleurs, dans des endroits plus éloignés. Alors, si ça intéresse quelqu'un, eh bien, nous serions heureux d'élargir l'expérience, car et effectivement, nous avons surtout présenté l'appli dans la clinique. Alors, ce serait intéressant pour nous de pouvoir mettre l'appli à l'essai ailleurs, plus loin. Bien, merci. Et nous avons une dernière question. Avez-vous des aliments conventionnels dans la portion régime de l'appli? Alors, je pense qu'on pense aux cuisines culturelles. Ah, bon, je devrais dire que l'appli a été créée au Royaume-Uni, fondée sur le régime de plusieurs centaines d'adultes plus âgés et leurs préférences. Au fil du temps, nous l'avons modifié. Nous avons la seule base de données canadienne. Et
il y a une section où les gens peuvent saisir leurs propres aliments, peuvent saisir leurs aliments préférés, les repas qu'ils consomment régulièrement. Mais évidemment, nous vivons dans une collectivité tellement diversifiée ici au Canada que il faut que les gens puissent déclarer ce qu'ils mangent fréquemment. Et c'est pourquoi on se sert d'images, de sorte que les gens puissent choisir ce qu'ils mangent, mais aussi qu'ils prennent des photos et qu'ils téléchargent ces photos dans l'appli. C'est un élément clé pour nous. Et comme je disais, tout a été conçu pour avoir le moins d'étapes possible. Alors, oui, c'est un aspect très important pour permettre aux gens qui ont des régimes différents de pouvoir aussi profiter de l'appli et saisir des images des repas qu'ils mangent fréquemment. Merci. Il y a aussi une demande dans la boîte de dialogue. Les coordonnées pour les technologies. Alors, Faria et Arlene, puis-je vous demander de saisir ces coordonnées dans la boîte de dialogue? Nous allons aussi inclure cette information dans le synopsis qui vous sera envoyé après ce webinaire. Alors, voilà qui conclut les questions que nous avons reçues. Alors, comme je le disais, nous allons proposer un résumé de la boîte de dialogue que nous enverrons à la suite de ce webinaire. J'aimerais remercier Mimi, Arlene et Faria pour leurs exposés et j'aimerais également remercier Mary-Beth et Ron pour leurs réflexions et observations. Merci à nos productrices, aux téléphonistes et à l'interprète qui ont rendu ce webinaire possible. Et enfin, merci à vous tous d'avoir été des nôtres.